troisième et dernière partie de notre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'analyse et au décryptage des grands bouleversements géopolitiques que connaît actuellement le monde. Et vous avez raison dans la deuxième partie de notre émission, Claude Wilfried, Kanga et Kanga, d'avoir évoqué quelque chose qui est très important, c'est la naïveté. La naïveté, peut-être ça doit nous inspirer, et nous Africains, la naïveté des Européens vis-à-vis des Américains. C'est sidérant de voir que pendant 30 ans, ils se sont couchés devant les Américains, où aujourd'hui, les F-16, qui sont les avions de guerre les plus importants que les Américains leur vendent, le fonctionnement veut que ce soit les Américains qui fournissent les clés électroniques. Y compris le dispositif atomique de la Grande-Bretagne. Mais comment c'est possible? Comment peux-tu dépenser autant de milliards, acheter du matériel militaire et à rester dépendant de celui qui te l'a vendu? C'est comme si on achetait une voiture. Vous me vendez une voiture et chaque matin, il faut que vous me donniez le code pour démarrer ma voiture. Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Et là, on voit un déploiement au niveau du Groenland et le Danemark envoie de son armée. Mais on dit à Trump, mais ils sont en train de déployer leur armée. Trump dit non, il faut laisser, il va rien. Parce qu'il sait que l'essentiel du matériel militaire fonctionne sous la fameuse norme ITA, Boyogeno. Comment comprendre cette naïveté que les Européens ont eue vis-à-vis des Américains pendant autant de décennies? Alors, alors je formule la question autrement. Oui. Comment nous aussi on a pu, quand je dis nous, parce que je laisse les Européens le soin de répondre de leur naïveté. Je vais prendre le parti qui me concerne, c'est comment les Africains se sont inscrits, se sont insinués dans le sillage des Européens au point d'être aussi naïfs qu'eux. Comment peut-on penser que le monde va être régulé? Mais ça a été plus brutal en Afrique en tout cas. Enfin, voilà. Je veux dire, les coups d'État qui sont régulièrement fomentés chez nous, les Américains ont fait moins que ça en tout cas. N'ont pas fait autant en Europe, sauf si je me trompe. Je veux dire, les Américains ne choisissent pas les chefs d'État européens. Contrairement à ce que font les Européens chez nous en Afrique. Si, quand même. Alors, ils y participent à travers un principe, alors directement ou indirectement, à travers un principe qui est occulte, au sens de caché, parce qu'il a lieu au siège des Nations Unies. C'est le principe du penholder. C'est-à-dire, le penholder, c'est des États. Il y a des États désignés pour tenir le stylo quand on rédige des résolutions sur d'autres États. Alors, ça, c'est le comble de l'impérialisme. C'est-à-dire que dans une entité censée porter... C'est vrai en plus. Censée, receler, porter le droit international, il y existe des pays par lesquels on doit passer pour rédiger des résolutions sur d'autres pays. Donc l'impérialisme existe, ça a toujours existé. Moi, je vais aller sur les solutions et je pense qu'on n'est pas... Il n'y a pas assez de prospective en Afrique. Il n'y a pas suffisamment de prospective sur ces sujets-là. Il y a une forme de colonialisme qui peuple nos esprits. Et à un tel point qu'on est très fort, à la fin d'un mandat, d'un président américain, d'un président français, d'un président britannique, d'un premier ministre britannique, de rédiger la politique africaine du président Macron, la politique africaine du président Trump. Mais... quand est-ce qu'on a rédigé la politique américaine du président Jerry Rawlings, par exemple? Qui a pensé à faire ça? D'ailleurs, il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'à la fin, on sorte d'une sorte de passivité qui fait que, mais vous savez pourquoi on est baladé, alors qu'on est la première génération d'Africains aussi diplômés, aussi compétentes intellectuellement. C'est-à-dire que Boyogeno, jamais c'est sur très Terre... intéressant ce que vous dites. Sauf que quand les Américains, eux, ils votent leur budget national, ils ne font pas financer 60% de leur budget par un État africain. Parce que quand toi, en tant que pays, tu votes ton budget national et tu attends la générosité de l'autre pour financer ton propre budget, ce n'est plus toi qui décides. C'est ça la vérité.
Il faut Non, aussi mais- se le dire. Et puis, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Oui. C'est-à-dire que quand Trump là, a décidé de ne pas financer à peu près 60 Organisation internationale. absolument organisations internationales, on parlait tout à l'heure de réponse. Mais quand on clame une souveraineté, mais qu'on n'est pas capable de Merci. financer son système de santé, son système d'éducation, Merci. mais on va passer par où pour financer son système de sécurité? Merci. Je pense que la véritable question est que quand on parlait tout à l'heure de la Chine, par exemple, qui s'est constituée, ou alors la Corée du Nord, mais ils l'ont fait dans le silence. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, est-ce que les réponses par des discours servent à quelque chose? Là, on nous attend, c'est sur le terrain. Il faut qu'on finance nous-mêmes nos systèmes de santé, qu'on finance nous-mêmes. On est les premiers à être asphyxiés parce qu'on n'a pas d'aide. C'est ça. Et quand on sait qu'effectivement, finalement, c'est pas réellement des aides. Le véritable rapport de force, c'est lequel? Par ailleurs, un exemple pour Par ailleurs, c'est pas la mendicité de demander ces aides. Hein. Pour qu'on comprenne ce que vient de dire Madame. Si on regarde les ressources qui ont été pillées, Karine. Ah non, Mais oui, mais c'est ce pas n'est la pas de même la chose. mendicité. Quand il y a quelques mois, les Sud-Africains ont condamné la politique israélienne à Gaza et qu'ils soutiennent, ils sont allés à la CIJ. Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il a décidé la suppression d'une subvention à une ONG sud-africaine qui intervenait dans le domaine social. J'ai demandé, mais c'est combien? On dit 200 millions de dollars. Honnêtement, Oui. l'Afrique du Sud doit pleurnicher parce qu'on a supprimé 200 millions. Une subvention de 200 millions de dollars. C'est de l'argent, 200 millions de C'est un dollars. principe. On parle la même chose ici. Quand on parle de droit international, ça c'est le droit. Et derrière le droit, il y a une éthique. Et l'éthique humaine induit la notion de solidarité. Demander de l'aide, c'est au nom du principe de solidarité parce que l'humanité est solidaire, doit être solidaire envers celle qui en a un peu moins. C'est un principe de solidarité, ce n'est pas de la mendicité. Quand il y a une catastrophe au Chili, quand il y a une catastrophe aux Philippines à cause des intempéries, si on est solidaire, ce n'est pas parce que les Philippines sont incapables d'y faire face. C'est simplement qu'en tant qu'humain, on se doit de respecter l'idéal de solidarité. Mais on ne le fait pas. Et c'est au nom de ce principe de solidarité que les États-Unis, ceux qui en ont plus, doivent donner à ceux qui en ont moins. Ce n'est pas de la mendicité. C'est simplement, ça participe d'une éthique de l'humanité. Oui, bon, Ça n'est pas de la mendicité, ça participe d'une éthique de l'humanité. Mais quand tu ne fais rien Oui. pour arrêter la dépendance toi-même. Quand la France envoie des hélicoptères quand il y a des incendies en Californie, ce n'est pas parce que les États-Unis sont incapables, c'est parce qu'il y a un principe de solidarité entre l'humanité est quand même différente du monde animal. Les États-Unis ne sont pas demandeurs. Non, mais on doit quand même vivre. Vous souvenez quand il y a Avec eu des tremblement de terre l'année passée au Maroc, mais ça a été quelque chose de complètement louable et digne. Qu'est-ce que les Marocains disent? On n'a pas besoin de... Non. Il y avait l'Espagne qui proposait d'aider, la France qui proposait d'aider. Vous vous souvenez, c'était pas à Marrakech ou je sais plus. J'ai oublié le nom de la... Les Marocains ont dit non. Oui, tant mieux. Mais demander cette aide parce que n'est tout le pas monde de la mendicité. a la possibilité de... Mais on va faire avancer le débat. Vous avez évoqué un point très important et dans la deuxième partie de notre émission. Peut-être qu'il faut approfondir cela. Vous dites... Moi, j'ai pensé dans un premier temps que vous étiez en train de rêvasser, mais je pense finalement que vous avez peut-être raison. Il dit l'arme nucléaire. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, dans le partenariat avec la Russie, je prends l'exemple de l'AES, par exemple, Oui. ces trois pays, de l'IGA à l'uranium, parce que pour faire l'arme nucléaire, c'est de l'uranium. Est-ce que c'est peut-être envisageable qu'ils se mettent ensemble, les États africains, et grâce au partenariat avec la Russie, et autres puissances, ils développent, c'est comme la Corée du Nord. Non, mais avant de passer à l'arme nucléaire, il faut qu'on soit pragmatique. Quand vous avez des routes dans lesquelles cela implique les Chinois, la main-d'œuvre qui vient fabriquer, on n'a pas des ingénieurs en Afrique qui peuvent faire des ponts et chaussées? Est-ce qu'il y a un vrai transfert de compétences avant qu'on arrive à l'arme nucléaire? Non, mais ma question, c'est celle-là déjà. Mais on est totalement d'accord. C'est de dire pour qu'effectivement, vous avez raison. Pour qu'effectivement, on commence à dire que on peut voir dans quelle mesure on se met ensemble pour fabriquer cette arme nucléaire. Mais déjà, quand on a nos routes, nos hôpitaux, et qu'on signe avec certaines puissances, pourquoi on n'a pas le... Mais on découvre brutalement que c'est une question de survie maintenant. Le droit international n'existe plus. La doctrine nouvelle consacrée, c'est que tant que moi, j'ai envie des ressources que tu as, on met de côté, on s'assoit sur le droit international et je t'envahis. Pour éviter, M. Lecointre dit, de toute façon, on ira les recoloniser. Mais comment on fait?
Parce que de toute façon, ils ont les rafales. Hein. Et ils ont l'arme nucléaire. Ce que nous, on n'a pas encore. On fait comment? Oui, c'est vous qui avez émis l'idée. Je vais à la fois être d'accord avec monsieur Oyogeno et pas d'accord avec lui, et par ricochet donc être d'accord avec notre chère Karine et ne pas être d'accord avec elle. L'arme nucléaire peut se développer en parallèle des autres secteurs. La Corée du Nord a un système qu'on appelle le Byongjin, c'est-à-dire le développement simultané de l'économie et du militaire. La Chine a fonctionné dans le même canevas avec la mécanique des 4 modernisations de Zhou Enlai, qui était le premier ministre de l'époque et qui avait justement théorisé ce qui fut matérialisé plus tard par Deng Xiaoping après la mort de Mao Tse-tung. Mais même avant la mort de Mao Tse-tung, on a essayé le grand bond en avant sur le plan industriel, technologique, agricole, ce qui n'a pas fonctionné du tout. Les années 70-80. Oui, il y a eu de grandes famines, ça n'a pas été un succès. Mais par contre, le volet militaire qui évoluait en parallèle a pu fonctionner puisque dès 64, les Chinois disposaient déjà de leurs armes nucléaires. Les Coréens du Nord, pareil, ils ont une grande famine au tournant du millénaire, donc une vingtaine d'années à peine, mais ils avaient un dispositif nucléaire quasiment abouti et qui aujourd'hui, évidemment, leur permet d'avoir une sécurité interne. C'est sur ce plan-là que, évidemment, je ne serais pas d'accord fondamentalement, entièrement avec Karine. Par contre, là où je suis d'accord avec elle, où je ne suis pas d'accord avec M. Boyogeno, c'est que il faut distinguer une assistance ponctuelle avec une dépendance permanente. La Suisse a connu un problème d'incendie le mois dernier où, évidemment, elle a eu l'assistance des pays voisins. Il y a des gens qui se sont fait soigner dans les hôpitaux en France, le fameux incendie dans un café pour les fêtes du Nouvel An. Par contre, ça ne signifie pas que les Suisses, si la France n'avait pas apporté son assistance médicale, n'auraient pas été capables de se prendre en charge. C'est ça. Par contre, les Africains se sont mis dans une position où, manifestement, sans l'aide concernée, c'est le chaos total. Et c'est ça qui est dangereux et qui empêche de parler les yeux dans les yeux avec celui dont on souhaite s'émanciper parce qu'il lui suffit de couper les vivres et on se retrouve dans une situation absolument précaire. Donc, il faut se réapproprier l'outil économique, l'outil qui nous permet d'accéder à cette indépendance-là. J'ai évoqué les terres rares il y a un instant. La Chine ne possède pas 70% des terres rares parce qu'elle est le seul pays dans le monde qui en dispose sous son sous-sol. Non, elle est simplement celui qui investit davantage dans le raffinage et dans la production, dans l'extraction des fameuses terres. Dans leur sous-sol, vous trouvez les mêmes dans tous les pays africains, n'importe lesquels, vous allez trouver de l'herbium, de l'itérium, du thulium, de l'europium, de ces fameux minéraux qui permettent justement de faire et des voitures électriques et des moteurs d'avion. Si l'Afrique se réapproprie son industrie, plutôt que d'être de vilains exportateurs de matières premières qui comptent sur l'appréciation de leur monnaie due à la hausse des cours pour financer leur économie, et si on devient des raffineurs, des producteurs, des développeurs, des chercheurs, si on finance la recherche, si on injecte les 200 millions qu'on attend des États-Unis, si quand on les a soi-même, on les injecte dans la recherche de manière à ce qu'ils génèrent automatiquement, selon les lois du marché, le triple, le quadruple, évidemment, on sort de cette dépendance permanente qui n'exclut pas l'assistance ponctuelle en cas de catastrophe. Bien sûr. Mais tant qu'on est dans cette situation d'assistance permanente, il n'est pas possible de dire aux États-Unis je n'ai pas peur de vous, vous ne pouvez pas me marcher dessus, parce que la réelle politique fera qu'ils vont justement un peu comme dans la problématique de l'OTAN, où ils financent les 70-75%, notamment du budget de l'OTAN, ce qui empêche les Européens de s'émanciper. Ils sont obligés d'accepter une barbarie internationale qui va à l'encontre de leurs propres principes. Vous entendez des Allemands et des Français qui disent « Maduro était un dictateur dont il fallait le retirer ». C'est un éloge à la criminalité internationale. On est totalement C'est-à-dire le droit ne dispose nulle part. Ce qui ne veut pas dire que Maduro était irréprochable. Oui, mais c'est pas la question. Oui, mais c'est même pas la solution et dans la manière de résoudre justement la problématique. Encore que Trump ou autres ne sont pas irréprochables non plus. C'est-à-dire vous trouvez chez Donald Trump, chez Emmanuel Macron, chez Netanyahou, les mêmes arcanes dictatoriaux. Et on peut l'expliquer dans une autre émission. Je vous laisse la responsabilité. Que vous trouvez chez Maduro. Et on pourra le développer dans d'autres circonstances. Absolument. Et donc, en tout cas, la réponse apportée, quand bien même ce serait la pire des dictatures, la réponse apportée n'est pas celle qui est prévue par le droit international. Les conventions, enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est pas réuni autour d'une résolution autorisant le déploiement des boys sur le territoire vénézuélien. Mais les Américains disent, quand la sécurité nationale est en jeu, on n'a pas besoin de l'ONU. Dans ce cas, George Bush nous l'a dit en 2003,
Et Trump le dit aujourd'hui, j'ai pas besoin de... Bon, moi, ma sécurité est menacée, j'ai pas besoin Il de... a d'ailleurs dit le droit international n'existe pas, je n'obéis qu'à ma propre morale. Maintenant, imaginons un monde où tout le monde se met à procéder ainsi. C'est finalement ce que nous, les Africains, finirons par comprendre dans ce registre. Nous obéissons, nous aussi, à notre propre morale, et donc dans les paradigmes internationaux, nous ne croyons en personne, nous suivons notre propre voie, parce que personne ne suit les fameux principes qui étaient censés réguler les relations mondiales. Aux dernières nouvelles, il n'existe aucune structure qu'on appelle l'Agence africaine de développement qui finance les pays européens. C'est plutôt l'inverse qui existe. Les gens entendent l'aide de l'Agence française de développement, enfin, sauf si je me trompe. Est-ce qu'il existe une agence africaine de développement qui vient financer les économies européennes? Je ne crois pas, même si dans le fond, effectivement, c'est grâce aux États africains et à travers leurs ressources que les pays occidentaux arrivent à s'en sortir. Un dernier point, très rapidement pour finir cette émission, il nous reste 2-3 minutes. Le spectacle amusant auquel on est en train d'assister aujourd'hui dans le Groenland. Les Britanniques ont envoyé un soldat, les Français en ont envoyé 15, les Allemands en ont envoyé 13, les Danois enfin, il y a quelques dizaines là qui se sont déployés pour empêcher Donald Trump de venir prendre Groenland. Mais au fond, ce qui est en jeu et amusant, c'est de voir les membres d'une même organisation, les membres de l'OTAN, s'affronter. Je veux dire, mais il y a même un an, personne ne pouvait imaginer ça. On va s'attendre à quoi là? Ils vont s'affronter vraiment, militairement? Déjà, ils n'ont aucune chance militairement face aux Américains. Bon, alors, c'est quoi? C'est juste des gesticulations? Comment ça va finir cette histoire, selon vous? Alors, on espère qu'il n'y aura pas de bain de sang. En tout cas, en ce qui concerne les membres de l'OTAN, ils finiront forcément par trouver un accord. C'est la première chose. Et puis, je pense que c'est un ballet militaire. Le fait de dépêcher effectivement ces soldats sur place pour montrer à Donald Trump aussi qu'il y a une présence, pour moi, ça fait partie des négociations. Aujourd'hui, la négociation, effectivement, ne se passe plus par les canaux diplomatiques classiques, mais c'est aussi ça, aujourd'hui, la négociation. C'est quoi les hypothèses des négociations? Trump dit, de toute façon, ce qu'ils font là n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Si je laisse Groenland, c'est la Chine qui va s'en emparer, c'est la Russie qui va s'en emparer. Moi, je veux aller prendre là-bas. Soit par l'argent, on va acheter. Combien ça me coûte? Ou bien, c'est ça la solution alors? Mais de toutes les façons, militaire ou l'argent? On l'a dit depuis le début de cette émission, il est question des plus forts. Oui, c'est ça. Qui se mettent autour d'une table et qui partagent le gâteau. Merci. Écoutez, quelqu'un on a encore une minute de dernier mot. Moi, j'ai quand même quelques notes d'optimisme en ce qui concerne le continent africain. C'est de miser peut-être sur notre jeunesse et qu'avec tout ce qui se passe, on a quand même on a des jeunes, on a des entrepreneurs, on a ce qu'il faut pour arriver, nous, à nous en sortir en tant qu'Africains, et que j'ai bon espoir. Je garde, en tout cas, quoi qu'il arrive, une note d'optimisme. Ah oui, mais il faut rester optimiste, même si dans de nombreux pays, nos ressources sont bradées sur 50 ans, sur 40 ans, sont compromises durablement. Il faut quand même rester... Et il faut faire des stratégies de long terme, comme la Chine. Et il faut sortir des DSCE, là, des stratégies sur 10 ans... émergence en 2035, en 2040. Il faut des stratégies de long terme. 2063. Là, 2063, il faut et surtout il faut voir à quel point cet agenda 2063 est mou. Il faut des stratégies agressives et il faut. Alors moi, je vais prêcher pour ma chapelle. C'est la chapelle de la pensée. Il faut des entités qui pensent l'avenir dans un siècle du continent. C'est ça. Et enfin, il faut... Mais à partir d'aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Et enfin, il faut que l'Afrique détermine où sont ses ennemis. Quand on se trompe d'adversaire, évidemment, on engage les mauvais couloirs. Les Danois, alors que les États-Unis menacent le Groenland depuis plusieurs mois, ont préféré y acheter des F-35 américains que des Rafales français. Les Australiens ont procédé de la même manière au niveau des sous-marins en 2021 que Naval Group devait y construire. Et donc aujourd'hui, les Européens constatent et vont le constater davantage dans les années qui viennent que l'ennemi n'était pas celui qu'ils croyaient. Les États-Unis sont davantage un danger pour l'Union européenne que ne l'est la Russie. Et les Africains également se rendront compte tôt ou tard que le mal ne se trouvait pas là où on le supposait.
C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre, rester fidèles à nos programmes et surtout à notre chaîne NCA. Votre chaîne NCA désormais est disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique 573 et en France sur Free 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci.